Donc nous allons entamer la deuxième étape de cette table ronde et je vais donner en démarrage de cette deuxième étape de la table ronde la parole à Frédéric Soultan qui va vous présenter l'association VECAM et qui va vous faire aussi vous proposer une réflexion autour de numérique, activisme et que faire avec tout ça pour des associations. Alors bonjour. Je veux bien vous présenter l'association VECAM en deux mots. C'est une association qui existe depuis 1995, qui est née autour des enjeux de l'Internet et de la société de l'information, qui aujourd'hui est un petit groupe de personnes qui travaillent essentiellement sur les problématiques de biens communs. Si vous voulez, on en reparlera plus tard. Et puis aussi pour vous dire que en fait, bon, je suis là parce qu'effectivement on se connaît à travers l'association VECAM, mais je suis surtout venu au vu de la question du sujet de la discussion, avec ma casquette professionnelle, si je peux dire. Moi, je suis un animateur socio-culturel à la base, et donc je travaille dans des associations depuis une trentaine d'années maintenant. Et puis, depuis quelques années, après avoir fait ce parcours de travailleur social, par exemple au quartier de la Mar-Rouge au Havre, vous voyez, on ne voit pas très bien peut-être de là où vous êtes, j'ai effectivement passé les 10 dernières années à travailler plus spécifiquement sur l'utilisation d'Internet, des outils numériques dans ce cadre-là, dans ce cadre dans ce type de mission-là. Alors, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est d'abord effectivement de faire un survol que je vais essayer de faire le plus rapide possible d'un certain nombre de formes d'activisme qui s'appuient, qui s'adossent sur des outils numériques, simplement peut-être plus pour vous montrer la diversité et les potentiels qui sont offerts que pour rentrer dans les questions techniques qui sont représentées derrière, enfin qui sont sous-jacentes. Et puis ensuite, je vous proposerai à travers un survol encore de 3 projets qui sont en cours ou qui ont été développés, de regarder un petit peu ce que ça implique comme transformation, comme révision des projets associatifs ou du projet associatif en général. Et puis je finirai par une grille de lecture sommaire, je l'ai là en fait, par une grille de lecture assez sommaire qui me semble être un peu une base de travail intéressante quand on est en situation de construire des projets qui font appel à des questions, à des outils numériques. Alors, donc très vite les formes d'activisme que je vais vous présenter. La grille que je vous présente, elle est très inspirée d'un travail qu'a fait Mary Joyce du Centre international sur la non-violence aux États-Unis. Voilà la liste très rapidement des 10 propositions que je vais vous passer en revue en quelques minutes. Alors, le premier proposition, c'est autour de la cartographie et des outils de maptivisme, comme on dit aujourd'hui. Alors, on parle d'activisme, mais là, vous avez sous les yeux, par exemple, un projet de cartographie des ressources culturelles et historiques de la ville de Conakry, qu'on a réalisé il y a quelques années, qui a permis de produire une carte papier qui a été diffusée en 25 000 exemplaires sur la ville de Conakry dans les milieux institutionnels et touristiques. Donc on n'est pas seulement, quand on parle d'activisme, je ne parle pas d'activisme au sens le pur activiste militant cagoulé ou derrière son masque d'Anonymous par exemple. Ce qui est intéressant dans le travail sur les cartes, c'est que derrière, en fait, ça implique le travail d'une communauté et c'est un outil qui permet de construire finalement de la communauté en réfléchissant, en se donnant des outils communs et en réfléchissant à la façon dont on va décrire son territoire. Deuxième cas dans ma série, c'est le QR code. Ça a été évoqué, je crois, tout à l'heure par quelqu'un, le QR code. C'est des petits carrés qui se présentent comme ça, qui sont en fait des codes, comment on appelle ça, des codes barres qui sont en 2 dimensions. Ça a été inventé par les usines Toyota
pour reconnaître les pièces en fait dans la fabrication, et ça a été ensuite diffusé et utilisé pour cacher en fait des informations dans la ville. Alors sur la gauche là vous avez une information qui vous permet d'aller dans un bistrot parisien, et sur la droite un appel au vote pour je crois que c'était pour Dublog comme président. Voilà. Troisième exemple. Troisième forme, c'est le partage de fichiers. Alors vous connaissez, je pense à peu près tous, ce que c'est que le partage de fichiers pair à pair. C'est très critiqué par les milieux culturels, mais c'est une forme d'activisme, et notamment parce que à l'intérieur de ces listes de fichiers, vous allez trouver des fichiers d'activistes réellement. Là, par exemple, quelque chose qui est sur Wikileaks, vous allez trouver des choses. Des documents d'apprentissage, des documents de formation, etc., qui vont être mis en circulation, qui vont être partagés en pair à pair. Troisième, je ne sais plus où j'en suis, le suivant, les formes de détournement non violent des médias, des organisations. En fait, à l'intérieur des sites internet des organisations, vous avez très souvent des systèmes de commentaires, par exemple, sur les sites internet. Vous allez pouvoir faire votre critique du service offert, vous allez pouvoir apporter votre propre vision des choses, et c'est aujourd'hui une forme tout à fait importante en fait de critique à l'intérieur même des organisations de leur mode de fonctionnement. Par exemple, dans des entreprises qui vont avoir des comportements sur le territoire qui est considéré comme malveillant, vous allez avoir des groupes de militants qui vont intervenir à l'intérieur des systèmes d'information des organisations pour en faire une critique interne qui est non violente, dans la mesure où on ne détruit pas le site. Il ne s'agit pas de hacking, il ne s'agit pas d'aller détruire les outils, mais d'introduire à l'intérieur du système d'information en fait, un contenu critique de l'information qui est propagée par l'organisation et qui va pouvoir être vu par les clients ou les bénéficiaires de cette organisation. Alors le hashtag, c'est ce petit signe dièse que vous connaissez certainement si vous utilisez Twitter par exemple, qui permet en fait de rassembler autour d'un mot qui va être attaché à ce signe une cause, un événement, une problématique particulière, et c'est ce qui va être utilisé en fait pour propager une information sur un sujet bien particulier. Alors ensuite on a un exemple intéressant aussi, c'est le travail d'influence sur les moteurs de recherche. Là vous avez ici par exemple ce qu'on appelle le Google bombing, qui consiste en fait à faire en sorte de référencer une page par Google à la place d'une autre. Alors vous avez certainement entendu parler d'exemples qui ont fait les unes de l'actualité, qui faisaient que quand vous alliez taper sur Google des choses comme incapable de gouverner par exemple, vous alliez tomber sur le moteur de recherche, allait vous amener sur le site de campagne de François Hollande, parce que en fait ça fonctionne tout simplement par le fait qu'un certain nombre d'acteurs du web vont propager ou vont se mettre d'accord sur la création d'un lien sur des sites internet derrière lequel vous allez avoir la page référencée en question. Et donc ça va permettre en fait de détourner le système de calcul de Google et d'amener les gens sur une page web entre guillemets malveillante ou humoristique éventuellement. Alors ensuite on a le live streaming. Live streaming, ça consiste tout simplement à faire en sorte de rendre visibles des événements pratiquement dans l'immédiateté, soit en direct, soit en léger différé. C'est dans toutes les campagnes, vous avez vu dans les révolutions du Maghreb par exemple, le fait que les gens filment et les gens diffusent l'information de manière quasi immédiate. C'est intéressant aussi pour des choses dans la plus longue durée. Tout à l'heure on parlait de campagne contre l'exploitation
des femmes, etc. On a vu, il y a des campagnes contre la corruption, par exemple, qui sont basées sur ce type de procédé-là, où on va filmer en fait les actes de corruption et les rendre publics, et du coup ça va obliger les autorités à transformer, à changer leur comportement. Et puis derrière, on va avoir aussi tout un travail, et là on a un exemple de site que vous devez mal voir de là où vous êtes, qui s'appelle pad.ma, qui est en fait un site de partage de vidéos, et il va y avoir derrière toute une élaboration de contenus, de remix qui vont être possibles à partir de toutes ces productions faites en live streaming. Ensuite, on a un autre élément, c'est ce qu'on appelle le check-in. Le check-in, ça consiste en fait à proposer sur des sites qui référencent en fait des lieux, des informations qui vont permettre à ce que chaque personne qui va venir sur ce site-là et qui va se connecter sur le site à travers des dispositifs comme Foursquare. Foursquare, si vous connaissez le principe, c'est que vous allez vous identifier pour dire où vous êtes, ce que vous êtes en train de faire éventuellement. Et en fait, vous allez recevoir des informations en rapport avec le lieu pour vous dire que d'autres personnes que vous connaissez dans votre réseau sont sur le même lieu en même temps ou bien vont y venir plus tard. Et donc, il va y avoir des campagnes qui annoncent en fait des événements qui se passent dans ce lieu-là et qui vont permettre de mobiliser des gens sur ces campagnes-là et les faire revenir dans le lieu au moment de la campagne. Alors ensuite on a aussi tout ce qui est surveillance. Je ne vais pas m'étendre trop là-dessus, mais la surveillance, ça sert bien sûr à nous surveiller, mais ça peut aussi servir en tant que militant, en tant qu'activiste, à surveiller ce qui se passe. Tout à l'heure je parlais des campagnes contre la corruption par exemple. Et puis, dernier exemple, c'est les flash mobs. Probablement vous en avez entendu parler. Il s'agit en fait de donner rendez-vous à des gens sur un site particulier en utilisant des technologies mobiles et créer une surprise, parfois même pour les personnes participantes elles-mêmes qui ne sont pas forcément au courant de ce qui va se passer très exactement, et comme ça avoir un effet de communication qui va être important. Ce qui va être aussi important, c'est d'être capable de faire du live streaming dessus, de telle manière que ça soit aussi vu ailleurs, et du coup d'interconnecter les différentes formes d'activisme numérique que je viens de vous décrire là. Alors, voilà encore des choses, un autre exemple de flash mob. Alors, en fait, on est en train de passer, ce que je voudrais vous montrer finalement à travers tous ces exemples-là, c'est que on est en train de passer d'un univers où les médias étaient considérés comme des médias centralisés et soit qui nous donnent de l'information, soit qui nous surveillent, à un système où, au fond, nous-mêmes on fait médias, et les médias sont complètement imbriqués dans l'action collective. Ici, vous avez une photo de la place Tahrir pendant la révolution égyptienne, et alors, bien sûr, vous pouvez malheureusement pas le voir de là où vous êtes, mais chaque petit carré là représente en fait une cartographie de l'espace tel qu'il avait été organisé. Et permet de comprendre qu'il y a aussi bien des problématiques d'organisation, de logistique du lieu, que les questions de communication qui sont à traiter dans l'organisation même de l'espace et dans l'organisation des campagnes ou dans l'organisation des mobilisations des acteurs. Et la place de l'information là-dedans est essentielle, à la fois pour produire l'information et être capable de la rendre visible, de la mettre en évidence, de l'articuler. Et donc tout ce que je viens de vous dire là sont bien sûr des choses, les exemples de formes de mobilisation dont je viens de vous parler, sont complètement imbricables les unes dans les autres, remixables entre elles, et c'est extrêmement important de les considérer comme telles, d'une part. Et d'autre part, ce qui est aussi important, c'est de bien considérer que ce ne sont pas des outils strictement réservés à de l'activisme, comme j'ai tout à l'heure à la façon Anonymous, mais bien des outils qui sont des outils aujourd'hui mobilisables dans le cadre de projets associatifs tout à fait sereins et permanents, inscrits dans la durée, inscrits dans la permanence, comme par exemple peut l'être celui de la Croix-Rouge. Alors, j'en viens donc à ma deuxième partie, c'est comment les associations peuvent réinventer en fait leur projet à la lumière de l'évolution des médias. Je vais vous donner 3 exemples de projets. Le premier, c'est le projet Mur Mitoyen,
Le mitoyen, en 2 mots, c'est un projet de partage d'informations événementielles qui offre une alternative à l'obligation de chaque organisation de produire et de complètement prendre en charge l'ensemble du cycle de vie de son information événementielle tout au long de l'événement. Il s'agit en fait d'un dispositif qui vous permet de partager l'information, de la faire circuler à l'intérieur d'un écosystème et donc d'avoir un véritable dispositif de partage de l'information et non pas un dispositif qui va capter l'information. Aujourd'hui, si vous prenez un milieu comme le milieu associatif français ou le milieu de l'économie sociale, chacun des acteurs passe son temps, ou en tout cas passe un temps très important, à aller prendre l'information sur des événements qui se déroulent, qui concernent son milieu, qui concernent son public, et pour pouvoir faire venir son public sur son site internet, va recopier, va faire des copier-coller de l'information de telle manière qu'elle soit diffusée dans son propre agenda, dans l'agenda qu'il va diffuser vers ses propres membres. En fait, un dispositif comme celui-là, ce qu'il propose, c'est de mettre en partage l'information comme un bien commun et de se donner comme horizon la gouvernance de ce bien commun ensemble, entre les acteurs, en gagnant en efficacité dans sa diffusion, c'est-à-dire qu'on ne va pas recopier X fois la même information pour la diffuser dans plein de calendriers différents, mais par contre, une fois qu'elle est sur le dispositif, sur le système d'information partagée, on va pouvoir la faire circuler d'un endroit à l'autre, chacun va pouvoir choisir quelle information il va diffuser, et en même temps, on va décider ensemble de la façon dont on va gérer, dont on va gouverner cette information et le système d'information qui y correspond. Et donc cette idée que le bien commun puisse être un horizon du projet associatif me semble intéressante. Deuxième exemple de projet, deuxième projet sur lequel je vais m'appuyer, c'est un projet de cartographie de la ville de Saclay, enfin de Saclay, pas de la ville, d'une association qui se préoccupe des parcours pédestres et de la mobilité en fait sur le territoire de Saclay. Alors le territoire de Saclay, il y a une ville, bien sûr, il y a même plusieurs villes en réalité, et puis il y a le plateau de Saclay avec tout le champ de recherche qui est installé. Et donc la question de la mobilité sur ce territoire-là est tout à fait intéressante. Ce qui a été fait par cette association, c'est de mettre en place une plateforme de cartographie des ressources de la ville et des parcours qui permet en fait de construire des itinéraires sur la ville. Et c'est une cartographie contributive. Pourquoi je l'ai retenu tout à l'heure? Vous avez vu, je vous ai donné en premier exemple le maptivisme et je vous ai montré la carte de Conakry. En fait, la différence avec ce projet-là, c'est qu'on est sur un dispositif où les catégories qui vont donner les catégories qui sont sur la liste sur la gauche ici de l'écran vont pouvoir être définies par les acteurs eux-mêmes. Et donc on va être dans un processus où ce qu'on va faire, c'est qu'on va construire l'outil ensemble, on va construire l'outil avec les acteurs eux-mêmes. Et c'est là où il y a aussi, à mon avis, une différence qui est très intéressante et très importante, c'est que en fait, un des éléments qui va permettre de faire communauté, c'est le fait qu'on se construise nos outils ensemble. Et nos outils au sens technique, bien entendu. Et là, on va s'adosser sur des professionnels ou sur des gens qui vont nous fournir des outils. Là, en l'occurrence, la carte que je vous ai montrée, c'est une carte qui s'appuie sur un projet qui s'appelle Chimère et qui est développé en Bretagne. Par des gens qui travaillent sur le OpenStreetMap, c'est-à-dire les cartes libres et du logiciel libre, mais aussi derrière les outils, c'est les techniques, les grilles de lecture du réel qu'on va se donner ensemble. Troisième projet que vous connaissez peut-être, c'est le site nosdéputés.fr. Le site nosdéputés.fr, il permet en fait de suivre l'activité de l'ensemble de la Chambre, de l'Assemblée nationale, et de regarder pour chacun de nos députés quelle est son activité réelle. Et je vous ai photographié l'activité de Laurence Abeille, que je ne connais pas, mais c'était la personne qui était en mise en avant hier ou avant-hier lorsque j'ai fait la capture d'écran du site internet. Si vous allez aujourd'hui sur le même site internet, vous trouverez certainement un autre député. Donc je n'ai absolument rien ni pour ni contre Laurence Abeille, mais simplement pour vous montrer que cet outil-là va en fait permettre d'aller chercher de l'information
très précise sur l'activité de chacun de nos députés, de la mettre en valeur et de nous permettre en tant que citoyens de comprendre ce qui est en train de se produire dans le processus législatif. Ce qui est intéressant, notamment là, c'est que ça s'appuie sur, bien entendu, sur ce qu'on appelle les données ouvertes aujourd'hui. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est, sinon on reviendra en détail. Mais sur le fait de mettre en partage, de rendre accessible tout un ensemble de données à travers des API. Et ce qui est intéressant derrière ce dispositif, une chose que je voulais mettre en évidence en tout cas, c'est le fait qu'on évolue aujourd'hui du web, je dirais, du web des humains vers le web des robots, ou vers le web des machines. Et en particulier cette petite photo que j'ai faite d'un écran d'une conférence il y a quelques mois, et je la mets en photo comme ça parce que je ne sais plus qui était le conférencier, donc je pense pas qu'il soit dans la salle, mais sinon il se reconnaîtra. Cette personne donc mettait bien en évidence le fait qu'effectivement on a évolué. Rappelez-vous le parcours qu'on a fait ces 10 ou 15 dernières années, du web qui passait par le mail, qui passait par le web traditionnel, où effectivement on produit des contenus, on les met en ligne, vers le web des services aujourd'hui, et là on se rapproche de nos députés, et puis vers les dispositifs d'API, les dispositifs d'API étant des espèces de tuyaux qui vont permettre de relier des bases de données et des systèmes d'information, et nous permettre de produire de manière plus ou moins automatique un certain nombre de services ou de contenus aussi qui peuvent être utilisables, un peu comme le présentent nos députés. Alors, voilà, donc c'est ce que je disais. Maintenant, donc pour conclure, je ne sais pas trop où j'en suis dans le temps, mais j'ai dû dépasser un peu. Pour conclure, donc je vous disais, je vous propose en fait une grille de lecture du point de vue, et là je rejoins un petit peu ce que vous disiez tout à l'heure, du point de vue du médiateur, c'est du point de vue non pas du technicien, mais de comment faire, quels sont finalement peut-être un certain nombre d'éléments à prendre en compte, c'est peut-être pas complet, mais c'est une première grille, d'éléments à prendre en compte lorsqu'on est face au problème de devoir mettre en place des dispositifs sociotechniques. J'entends par là des dispositifs qui sont d'abord sociaux et qui vont à un moment faire appel à de la médiatisation numérique. Je pense que dans les dimensions qu'on a à prendre en compte, il y en a qui paraissent évidentes, la technique, les infrastructures, ça paraît tout à fait évident. La question du financement du modèle économique, on l'a aussi abordé. La question de l'animation de la communauté, ça a été aussi abordé. Et puis il y en a 3 autres qui le sont moins souvent adressées de manière directe. Il y a la question juridico-légale, c'est toutes les problématiques de licence, de droit, qui ne sont pas du tout évidentes à traiter et qui vont de plus en plus nécessiter des vraies compétences. La question de la gouvernance de ces dispositifs, c'est-à-dire, au fond, tout à l'heure je parlais de bien commun, mais c'est-à-dire comment on fait en sorte que tout le monde s'y retrouve et que tout le monde participe réellement, activement à ces dispositifs, qu'on passe du client aux participants. Et moi, je continue d'aimer le mot militant, entre autres, dans le milieu associatif. Et puis, une dernière dimension qui est celle de ce que j'appelle les dynamiques interculturelles. J'entends par là, bien sûr, lorsqu'on est sur un projet international, le fait de pouvoir prendre les rapports Nord-Sud, et c'est pour ça que tout à l'heure je me posais la question de savoir quelle était la place des différentes langues dans nos projets. C'est très important, la question des langues lorsqu'on s'adresse à des gens de différents espaces culturels et linguistiques, par exemple, mais même à l'intérieur d'un même territoire, quelles vont être nos manières de prendre en compte les dynamiques et les différences culturelles vis-à-vis de la technique, vis-à-vis de la technologie, ou bien simplement vis-à-vis de nos modes de vie, quoi, tout simplement. Voilà, je crois que j'arrive à la fin, normalement. Ah oui, et je voulais vous dire simplement que cette grille-là, c'est pas une grille que j'ai inventée comme ça, de manière comme ça hier matin en préparant mon intervention, mais c'est une grille qu'on utilise actuellement pour la mise en place d'un projet qui s'appelle Remix the Commons, qui consiste à mettre en place une plateforme de partage de médias sur la notion de bien commun. J'ai commencé en disant que VCAM travaille sur les biens communs, donc je finis aussi là-dessus, et je vous remercie.